avions, chose fort probable, à entrer à l'Académie française avec notre propre bagage. Cette permission, nous devons le dire, nous fut gracieusement accordée. Ce que nous consignons ici, pour donner un démenti public aux malveillants qui prétendent que nous vivons sous un gouvernement assez médiocrement disposé à l'endroit des gens de lettres. Or, c'est la première partie de ce précieux manuscrit que nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs en lui restituant le titre qui lui convient, prenant l'engagement, si, comme nous n'en doutons pas, cette première partie obtient le succès qu'elle mérite, de publier incessamment la seconde. En attendant, comme le parrain est un second père, nous invitons le lecteur à s'en prendre à nous et non au compte de l'affaire, de son plaisir ou de son ennui. Cela posé, passons à notre histoire. Chapitre 1er. Les trois présents de M. d'Artagnan père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Maing, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du Franc-Meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, il y avait l'Espagnol qui faisait la guerre au roi, puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'Espagnol. Il résulta donc de cette habitude prise que, ce susdit premier lundi du mois d'avril 1625, les bourgeois, entendant du bruit, et ne voyant ni le guidon jaune et rouge, ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du Franc-Meunier. Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissard. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine, dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lis de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillante, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent, le nez crochu mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune de robe, sans crin à la queue, mais non pas sans javard aux jambes, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses 8 lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que, dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du susdit bidet à Maing, où il était entré il y avait un quart d'heure à peu près par la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Aussi,
avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait M. d'Artagnan père. Il n'ignorait pas qu'une pareille bête valait au moins 20 livres. Il est vrai que les paroles dans le présent avaient été accompagnées n'avaient pas de prix. « Mon fils », avait dit le gentilhomme gascon, dans ce pur patois de Béarn dont Henri IV n'avait jamais pu parvenir à se défaire. « Mon fils, ce cheval est né dans la maison de votre père il y a tantôt 13 ans et y est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais. Laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse, et si vous faites campagne avec lui, ménagez-le comme vous ménageriez un vieux serviteur. À la cour, continua M. d'Artagnan père, si toutefois vous avez l'honneur d'y aller, honneur auquel, du reste, votre vieille noblesse vous donne des droits. Soutenez dignement votre nom de gentilhomme, qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. Pour vous et pour les vôtres, par les vôtres, j'entends vos parents et vos amis, ne supportez jamais rien que de monsieur le cardinal et du roi. C'est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper l'appât que pendant cette seconde justement la fortune lui tendait. Vous êtes jeune. Vous devez être brave par 2 raisons. La première, c'est que vous êtes gascon, et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos. Battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que, par conséquent, il y a 2 fois du courage à se battre. Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne, et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Faites votre profit du tout et vivez heureusement et longtemps. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, et c'est un exemple que je vous propose, non pas le mien, car je n'ai, moi, jamais paru à la cour et n'ai fait que les guerres de religion en volontaire. Je veux parler de M. de Tréville, qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIII, que Dieu conserve. Quelquefois leur jeu dégénérait en bataille, et dans ces batailles le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour M. de Tréville. Plus tard, M. de Tréville se battit contre d'autres dans son premier voyage à Paris, 5 fois. Depuis la mort du feu roi jusqu'à la majorité du jeune, sans compter les guerres et les sièges, 7 fois. Et depuis cette majorité jusqu'à aujourd'hui, 100 fois peut-être. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les arrêts, le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César, dont le roi fait un très grand cas, et que monsieur le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose, comme chacun sait. De plus, monsieur de Tréville gagne 10 000 écus par an. C'est donc un fort grand seigneur. Il a commencé comme vous, allez le voir avec cette lettre, et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui. Sur quoi, M. d'Artagnan père ceignit à son fils sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les 2 joues et lui donna sa bénédiction. En sortant de la chambre paternelle, le jeune homme trouva sa mère, qui l'attendait avec la fameuse recette dont les conseils que nous venons de rapporter devaient nécessiter un assez fréquent emploi. Les adieux furent de ce côté plus longs et plus tendres qu'ils ne l'avaient été de l'autre, non pas que M. d'Artagnan n'aimât son fils, qui était sa seule progéniture, mais M. d'Artagnan était un homme, et il eût regardé comme indigne d'un homme de se laisser aller à son émotion, tandis que Mme d'Artagnan était femme, et, de plus, était mère. Elle pleura abondamment, et, disons-le à la louange de M. d'Artagnan fils, quelques efforts qu'il tenta pour rester ferme comme le devait être un futur mousquetaire, la nature l'emporta, et il versa force larmes dont il parvint à grand-peine à cacher la moitié. Le même jour, le jeune homme se mit en route, muni des 3 présents paternels, et qui se composaient, comme nous l'avons dit, de 15 écus, du cheval et de la lettre pour M. de Tréville. Comme on le pense bien, les conseils avaient été donnés par-dessus le marché. Avec un pareil vadémécum, d'Artagnan se trouva au moral comme au physique une copie exacte du héros de Cervantes, auquel nous l'avons si heureusement comparé lorsque nos devoirs d'historien nous ont fait une nécessité de tracer son portrait.
Don Quichotte prenait les moulins à vent pour des géants et les moutons pour des armées. D'Artagnan... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.